Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h sur Radio J. On est très heureux de vous retrouver après une petite pause la semaine dernière. Au programme ce soir de Classico, l'OM et Vitinha, l'attaquant portugais a marqué un doublé hier soir face à Troyes. Peut-il devenir l'arme fatale des Phocéens dans la course à la deuxième place ? Ce sera notre premier débat du soir. On prolongera également la discussion autour de la gestion du Ramadan dans les clubs pro, notamment en marge de l'affaire Christophe Galtier, l'entraîneur parisien qui s'est rassuré, sportivement du moins samedi, avec une victoire contre Lens au Parc des Princes. Et puis, on reviendra évidemment sur les matchs retour de la Ligue des Champions qui démarre demain soir avec un alléchant Chelsea-Real Madrid. Les tenants du titre madrilènes sont-ils toujours les favoris cette année ? On va poser la question à nos deux chroniqueurs et à notre invité du soir que je m'empresse de vous présenter. C'est l'heure du casting du soir. Aucun avocat n'est à la hauteur du métier, dit-on, mais ces plaidoiries font peut-être déjà trembler les mauvais esprits de la France du foot. C'est l'homme en noir de Classico, plutôt l'homme en bleu ce soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, comment ça va ? Écoute, super, très bon week-end de foot. Benjamin, ta réaction d'abord aux déclarations de Keylor Navas, je sais que tu le portes dans ton cœur. J'aime beaucoup. Le gardien actuellement prêt à Nottingham Forest veut revenir au Paris Saint-Germain, premièrement, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2024. Revenir même pour y gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'imagine pas un peu trop beau la fin de son histoire tu sais, il me fait un peu penser là à quand tu vois, t'es avec ton ex, tu la vois un peu et tu te dis tiens, si je revenais. Non, en fait là je pense que pour le coup j'adore Keylor Navas, je trouve qu'on n'aurait peut-être pas dû s'en séparer. Donnarumma est vraiment bien sur ses derniers matchs, il a été décisif notamment contre Lens et même les matchs précédents, donc non, je pense qu'un retour de Navas ça paraît vraiment impossible et même c'est sans doute pas une bonne idée. Et ce genre de discussion alimente aussi les raisons pour lesquelles la direction a préféré l'éloigner plutôt que non, je pense pas, il a eu une Donnarumma. question, il répond et puis lui sans doute qu'il a encore des regrets et puis il joue au PSG ou joue à Nottingham Forest, ça n'a absolument rien à voir, mais je pense que son retour au Paris Saint-Germain n'est plus d'actualité. Voilà, Donnarumma est installé, en plus il est bon ces derniers temps, donc voilà, maintenant c'est terminé, faut tourner la page. C'est sa première dans Classico, mais il compte bien lancer, faire aussi bien pour son lancement que Vitinha hier soir pour ses débuts au Vélodrome. David Guzman, bonsoir et bienvenue dans Classico. Bonsoir Steve, merci beaucoup. Alors David, tu animes avec Thibaut Leplat, qu'on salue d'ailleurs, un podcast intitulé Le Comex. Quel en est le pitch ? Alors le pitch, c'est un sujet d'actualité lié au foot ou un sujet plus général qu'on traite à trois, donc avec Thibaut Leplat et Jean-Baptiste Guégan. Pour vous donner un exemple, on a traité la question de la multipropriété ou une question un peu plus large, le football français doit-il apprendre à perdre ? Donc Jean-Baptiste Guégan qui est spécialiste de géopolitique du sport. Jean-Baptiste Guégan, géopolitique du sport, moi le financier puisque je suis banquier spécialisé en financement structuré dans le privé, et Thibaut donc spécialiste en philosophie, agrégé de philosophie. David, ton image forte du week-end de foot ? Mon image forte du week-end de foot, écoute, moi je suis supporter des Girondins, donc je vais te dire la déroute à Metz qui m'a un peu marqué, qui nous complique un peu la tâche de la remontée directe, mais bon voilà, c'était un peu personnel. Tu gardes l'espoir pour la fin. Je suis un peu obligé de garder espoir, un point d'avance en fait à cette journée de la fin, on va essayer de garder espoir. Notre invité du soir est l'une des plumes historiques de SoFoot, avec lequel il signe chez Marabout nos 200 dates, une rétrospective des grands moments plus ou moins connus de l'histoire du foot, du premier France-Allemagne au dernier France-Argentine au Qatar. Bonsoir Chérif Guémour. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à nouveau, ravi de t'accueillir une nouvelle fois dans Classico. J'ai vérifié, Chérif, ta première dans l'émission Classico remonte au 1er mars 2021. La date n'est pas restée dans les mémoires malgré une belle soirée. Quelle est la date que tu n'as pas retenue, que tu as hésité à retenir dans la rédaction de ce bouquin ? Il y en a plein, parce qu'en fait, il y avait des dates que j'ai reprises de toutes les chroniques que j'ai pu tenir pendant 20 ans à SoFoot, et on m'a demandé d'en rajouter une vingtaine d'essentiels. Et dans les essentiels, évidemment, il y avait des matchs comme Allemagne-Italie 1970, Pays-Bas, Allemagne 74, des trucs comme ça. Finale. Et puis après, il y en avait trop. Surtout, des dates récentes. Je sais pas, c'est même pas si. Je me rappelle plus. Des finales de Ligue des Champions marquantes. Ce genre de choses-là. Sinon, ce qui m'a marqué ce week-end, c'est le nombre de poteaux. J'ai vu beaucoup de poteaux, de tirs sur les poteaux. Ça m'a marqué.
Cherchez Combien? pas. T'as le chiffre? Non, mais j'en ai vu dans tous les matchs, dans tous les championnats, et ça m'a frappé, ça m'a marqué. Et voilà, c'est l'irrationnel du football. Mais c'est marrant, c'est pas des buts, c'est pas des occasions. Enfin, On est dans le presque. Voilà. Chers auditeurs Classico, à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de continuer à partager et à commenter nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico, saison 3, épisode 93. Une sacrée année foot, Sheriff Guémour. On y reviendra certainement tout à l'heure. Classico, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. L'OM gagne enfin au Vélodrome. Les Phocéens se sont imposés assez facilement hier soir face à 3 buts à 1. Avant de parler de l'un des hommes du match, Vitinha, un mot d'abord, messieurs, sur la prestation collective de l'équipe d'Igor Tudor. Sheriff Guémour, tu veux commencer ? Ouais, j'ai vu un beau match déjà. Et je pense qu'il y avait une des clés du malaise de l'OM ces derniers temps, puis notamment au Vélodrome, c'est qu'ils ont marqué très tôt. Et en fait, on oublie que Marseille, des fois, c'est juste un problème d'efficacité devant le but. Et là, quand on marque tout de suite... Et la deuxième. Voilà, et puis ensuite, 3, qui est très très mal placé, ils étaient obligés de sortir un peu de leur base, ce qu'ils ont fait. Ils ont bien joué d'ailleurs, 3. Bon, ils ont pas assez de talent, puis bon, ils ont la tête dans le sac, comme on dit. Mais déjà, c'est un beau match pour un dimanche soir. Et puis, voilà, quand le grand attaquant, entre guillemets, marque, tout va. On va revenir sur Vitinha. Il y en a 2 maintenant, des grands attaquants. Peut-être à Marseille, on va en parler tout à l'heure. Benjamin. Ouais, alors on peut pas nier le fait que 3 était quand même très 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 en dessous. Alors après, ça n'enlève rien à la victoire. Ils ont joué, ils ont cherché à jouer. Il fallait gagner. Après, effectivement, quand tu mènes un 0 au bout de 2 minutes, le fait que ce soit Vitinha qui marque le but aussi, ça a créé. Tout le monde l'attendait un peu, ce but, surtout lui. On l'a vu à la fin du match, en interview également en français. D'ailleurs, il a essayé de parler français, ce qui était un geste à saluer. Donc voilà. Et une victoire importante aussi après la défaite de Lens. Ouais, non, mais Marseille est sur effectivement une bonne dynamique depuis Paris. Ils sont bien repris, là, depuis Paris, Annecy, ils sont quand même bien repris. Et puis là, il y a le Classico. L'Olympico, qui arrive la semaine prochaine. Donc là, ça va être encore une fois un vrai test. Marseille 2e. Le reste, bon, il y a un beau combat jusqu'à la fin avec Lens. David Glusman. Moi, ce que j'aimais dans cette prestation, c'est que ça valide des choix forts quand même de Tudor. Se priver de Nuno Tavares, faire jouer Klose en faux pied, se priver de Malinowski, qui était quand même sa recrue avec Vitinha, phare, celle qui correspond le plus à sa façon de jouer. C'est-à-dire un espèce de 9,5 qui joue derrière l'attaquant comme il joue à l'Atalanta, c'était un choix très très fort. Donc ça valide aussi en fait ces choix. Et concernant Vitinha, je suis assez content qu'il se soit libéré. Je trouve qu'il a été jugé de façon injuste. On oublie que c'est un jeune joueur qui quitte son pays pour la première fois, qui arrive le 31 janvier dans un effectif avec l'étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Exactement, la plus chère de l'histoire de l'OM. Et dans un collectif où on sait que Tudor est très exigeant et que s'adapter à ces exigences, ça prend du temps. Donc il a été jugé avec très 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 peu de mensuétude. Et je suis vraiment content en fait qu'il ait vraiment validé ses progrès avec un but rapide. Et on voit que ça l'a libéré malgré quelques imprécisions techniques. Mais c'est un vrai soulagement. C'est un beau but d'ailleurs. Il met un beau but d'ailleurs. Il a un vrai but de numéro 9. Il se décale bien, il frappe sous la barre. C'est un vrai but de 9 aussi. On voit qu'il met le plat du pied en fait au réflexe. On va écouter le capitaine de cette équipe avant de te céder la parole, Sheriff. Valentin Arrangier hier soir au micro de Prime Video. Ça nous fait forcément du bien. On reste un peu sur notre faim avec ce but encaissé dans les dernières minutes parce que c'est pas la même chose de gagner 3-0 ou de gagner 3-1. Mais dans l'ensemble, on a retrouvé ce qui nous manquait depuis quelques matchs, c'est-à-dire de la folie et de la précision dans les 30 derniers mètres. Au-delà de la folie, Sheriff, qu'est-ce qui manquait à l'OM lors de leur dernière prestation au Vélodrome? La pression du public, ça aide normalement, surtout à l'OM. Là, on l'a pas senti ces dernières semaines. Ah non, c'est le contraire. À l'OM, ça pousse. Au Vélodrome, ça pousse. Quand on y va en général, surtout quand on est sur une bonne dynamique, ça aide. C'est l'un des problèmes. Au Vélodrome, il y a le public qui vous pousse continuellement. Faire tourner le ballon, construire. Non, il y a presque, j'allais dire qu'il y aurait presque une mentalité écossaise. C'est ce que me racontait un ancien du Celtic. Il disait, tu sais, en Écosse, le championnat, que ce soit pour les Rangers ou que ce soit pour le Celtic, on est poussé par un public qui nous pousse toujours à aller de l'avant, toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Impossible d'avoir des phases où on va construire, on va faire tourner, et le public s'impatiente très vite. Donc c'est ce qui expliquait aussi les problèmes de Vitinha. Je veux dire,
Il n'y a pas de pitié pour les numéros 9 à Marseille, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. On l'a traité très, 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 très durement, Vitinha. Mais à Marseille, comme on c'est avait comme maltraité Giroud, par exemple, lors de ses débuts, ou Papin, même, si on monte encore plus haut. Papin, ces jours-là, il faut... Gignac. Ouais, Gignac, il faut avoir le cœur très accroché. De toute façon... je pense qu'il faut donner une notice, un mode d'emploi au numéro 9 qui arrive à l'OM. C'est plus dur qu'ailleurs. C'est vraiment plus dur qu'ailleurs. Et là, Vitinha, il a marqué au bon moment. Mais sinon, pour revenir à Marseille, je trouve que ça... Il y avait peut-être une baisse physique que j'ai vue ces derniers temps. Et puis, le fait de ne pas marquer ou de pas marquer assez vite... genre le match qu'ils ont fait, c'était quand le dernier match, ils font 0-0, c'est à Lorient, c'est ça ? À Lorient, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils ont dominé à Lorient. Hein. Il suffisait que ça rentre en première mi-temps et ça aurait changé beaucoup de choses. Là, voilà, au bout de 80 secondes, ils ouvrent. Donc après, il y a les espaces qui s'ouvrent. Bon, 3, c'était pas le... Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu ce week-end, on devra avoir un très beau match OM-OL dimanche prochain. En principe. Ouais. Sur la question de l'efficacité, David et Benjamin, c'est quelque chose qui manquait. On a beaucoup compté sur Alexis Sanchez, et a raison. Bon, peut-être qu'il s'essouffle aussi parfois à certains moments de la saison. Mais le fait on en avait parlé ici et ailleurs, le fait de mettre Vitinha et Alexis Sanchez ensemble, bah, ça apporte autre chose, ça apporte une autre solution. Plutôt que d'avoir Alexis Sanchez seul. Vous avez vu de la complémentarité hier entre les deux ? Bon, hier, ça sautait pas vraiment aux yeux, mais tu sens que tu peux jouer différemment en fonction de l'adversaire ou autre. Tu peux avoir Vitinha qui est plus un joueur de surface, qui peut un peu permettre d'appui, Alexis Sanchez qui bouge, Under aussi qui bouge énormément. Tu joues différemment de si tu as Alexis Sanchez devant qui lui fait beaucoup d'efforts, essaye de prendre la profondeur, le fait très bien d'ailleurs. Bon voilà, ça t'offre des options, donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais juste sur Vitinha quand même, au-delà du fait, vous avez raison tous les deux, il a été traité de manière très sévère. Bon, dans sa gestion, c'est vrai que c'était un peu particulier. Quelqu'un qui arrive avec un transfert de ce montant-là, on l'a vu une première fois, je crois que c'était contre Paris, non ? La première confrontation en championnat ou en coupe, je crois. Nice. Donc gros match. C'est vrai que il sort à la mi-temps, je crois. Hein. Ouais. Voilà. Et depuis, on l'a pas vu du tout. Donc c'est vrai que ça interrogeait, quoi. Mais tu sens hier à la fin du match, en interview, tu sens le soulagement, quoi. Parfois, on se pose des questions. Et à la différence d'un Mofi dont on parlait aussi comme une recrue potentielle pour l'OM, qui a très vite joué, très vite marqué à Nice. Ouais, voilà, mais en tout cas, on a senti hier dans l'interview que ce qu'on dit parfois dans les médias, on dit le mec, le transfert et tout, c'est sur son dos, c'est une pression. Tu vois que là, c'est vrai. Tu vois que hier, quand il passe en micro, il a une sincérité qui est touchante. Il lui dit, tu vois, le sentiment, il souffle, il dit, ça fait du bien, il est soulagé, quoi. Et maintenant, on va voir si la nouvelle carrière de l'OM, pour l'OM qui s'offre à lui, on va voir comment il va la saisir, et notamment là contre Lyon. Après, est-ce que Tudor va remettre exactement contre Lyon ? C'est la question que j'allais poser à David. Tu vois, je te fais une passe décisive. La paire Vitinha, Alex Sanchez, c'est un choix pérenne selon toi pour Tudor pour la fin de la saison ? Je vais contrôler de la poitrine la passe décisive en fait avant de la reprendre. Mais quand tu regardes la liste des transferts à plus de 100 millions d'euros dans le monde, il y a très peu de réussite. Donc le poids en fait du transfert, vraiment, c'est quelque chose. Ou alors ils mettent du temps à concrétiser. Comme Jack Grealish par exemple cette saison qui explose après avoir une saison un peu d'adaptation. Un amortissement comme on dit chez vous. Exactement, l'amortissement chez nous. mais pour revenir à l'efficacité, moi je voudrais insister sur le rôle de Caboret. Hier pour moi en fait vraiment si l'OM sous-performait, c'est que c'est essentiellement de ses pistons, de ses latéraux dans ce système en fait à 3 défenseurs que vient le danger. Et hier en réinjectant de la fraîcheur sur les côtés, c'est vraiment ce qui a permis justement à l'OM d'être beaucoup plus dangereux. On l'a vu dès le début avec Caboret et Klose qui ont été hyper dangereux. Et pour te répondre sur est-ce qu'il va encore aligner Vitinha Sanchez à Lyon, je suis pas certain, et d'ailleurs en fait peut-être pas forcément. Ça c'est un match pour Malinowski plutôt. Exactement, c'est Pourquoi ? exactement ce que j'allais te dire. C'est pour l'impact. Ouais. Les frappes de loin, peut-être qu'en fait que tu vas jouer avec une équipe qu'offre moins d'espace. Et surtout, il y a une très belle phrase de Zerbi, je sais que tu apprécies Zerbi, qui a dit c'est pour Sheriff. Moi, c'est pas oui, exactement. Moi, j'ai pas des remplaçants, j'ai des finisseurs. Et je pense que maintenant, avec la qualité de banc qu'il s'est trouvé, donc avec l'option Vitinha, il peut se permettre d'avoir des finisseurs et pas des remplaçants. Donc des gens qui arrivent, des joueurs qui arrivent et qui vont avoir un impact. Petit tour de table, messieurs. L'OM est votre favori pour la deuxième place ? Lance Monaco la semaine prochaine. Pas encore pour moi. Non, pas encore. Encore une fois, ouais. Hier, c'était très faible sur Caboret. Tu as raison, mais là, avec face à l'OL, le piston, tu vois, ça risque d'être. À contre Tagliafico, ça va être un autre niveau dans l'impact. Tu vois, voilà, là, il faut uniquement attaquer. Hier, il va falloir défendre aussi, donc ça va être quand même. Mais non, moi, je mets une petite pièce sur Lens. Sur Lens. Sur Lens, ouais, ce serait super de les voir là. Ça vient récompenser un parcours qui a maintenant 2-3 ans. Après.
On en a déjà parlé ici. Est-ce que c'est leur rendre service qui serait en Ligue des Champions et je comment pose ça pas va la se passer question. après? Ils ont bien raison de pas se poser la question. Mais toi, tu te la poses, Sheriff, par exemple, sur la capacité de Lens à durer, notamment en Coupe d'Europe, s'ils devaient se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Il n'y a qu'à regarder le match qu'ils font au Parc des Princes samedi soir. On va pas rester que sur les 20 minutes, évidemment, quand ils étaient à 11 contre 11, tu vois. Mais il y a une dynamique, il y a quelque chose que pour l'instant Marseille n'a pas. J'allais dire télépathie, non, le mot est trop fort, mais il y a un sens du jeu, c'est lisible. Voilà, quand je vois Lens, c'est parfaitement lisible. Marseille, c'est par à coup, il y a beaucoup de cœur. Et pour en venir à la difficulté de Vitinha, je repensais aux larmes de Titi Camara, je sais pas, il y a 15-20 ans, vous vous rendez compte? Il avait marqué, il avait évidemment connu une période de disette. Je pense qu'il y a 25 ans, peut-être même plus. 99 les larmes. Nous vieillis pas comme ça. Là. Il a fondu en larmes au micro, parce que c'est dur. C'est Marseille, le numéro 9, c'est pas un mythe. Quand on parle du grand attaquant avec un K, vous savez l'expression et tout. Voilà, Vitinha, il est un peu sorti de l'œil du cyclone. C'est très bien, il a marqué au bon moment. Mais Est-ce qu'il vaut 25 millions plus 7 de bonus? Pas encore. Pas encore. C'est les stats et le public qui le dira. Les stats et le public, ça va de pair. Parce qu'il faut plaire au public aussi. Il n'y a pas que les stats. On a un exemple, je sais pas, un Milic par exemple qui marquait plutôt beaucoup avec l'OM. Est-ce qu'il était suffisamment voilà. Est-ce qu'il excellent exemple. Il n'était pas reconnu par le public. Pourtant, il était venu avec l'étiquette de grand attaquant, international, capé. Ses stats sont plus qu'honorables, mais pas reconnus par le public. Non, mais tu te demandes s'il vaut son prix. En termes de prix, 35, 36. 25 plus 7 de bonus. D'accord, mais c'est des bonus qui sont quasi automatiques de mémoire. C'est énormément d'argent pour quelqu'un qui vient de faire une saison au Portugal. C'est encore énormément d'argent. C'est un pari. C'est vrai que ça nous a quand même un peu étonné le montant qu'avait mis l'OM dessus. L'OM qui était plutôt, je trouve toujours d'ailleurs, plutôt habile dans le recrutement, avoir des bonnes idées, à se faire prêter des joueurs et autres. C'est rare de les avoir mis, tu vois, mettre un paquet comme ça sur un joueur qui est toujours relativement jeune. Et encore une fois, tu le vois dans son interview d'après-match, il est encore très jeune. Est-ce qu'il vaut ce prix-là? Aujourd'hui, je pense que la réponse est non. Mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Après, c'est le tarif pour les numéros 9 en Europe. Je suis complètement d'accord. Dans le sens où il y avait une concurrence de Brighton qui recrute en fait plutôt bien en fait récemment, mais maintenant en fait si vous voulez chercher un Eli Wahi à Montpellier, vous le payez 20 millions. Enfin, voilà, c'est ça. 5-6 millions de moins, mais vous le payez 20 millions. Un Balogun par exemple, on parle peut-être c'est 35-40 millions. J'allais dire 40 millions. C'est 35-40 qui achète à ce prix-là? C'est le numéro 9. Mais qui achète à ce prix-là à 35-40 millions? Il n'y a que les Anglais qui peuvent acheter ça. Voilà, quand tu dis Brighton, tu vois le pouvoir financier des clubs de milieu de tableau de première ligue, tu peux pas. Enfin, tu vois, c'est quand même dingue que l'OM doive se battre avec Brighton, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça met 32 pour Vitinha ou 35, 36, 37 pour c'est cher, bien sûr que c'est cher. Je sais pas Balogun, Balogun, c'est cher. Je pense bien, j'espère. Ekitike 37 ou 42 ou je sais pas combien, c'est très cher. Mais c'est un peu pareil. C'est à la tête du client. Paris, c'est comme ça. Mais c'est le prix des numéros 9 dans toute l'Europe. C'est une denrée rare, très recherchée. Et Alexander Isak qui a fait 2 saisons à la Real Sociedad, qui s'est planté en fait à Dortmund, c'est 75 millions. Enfin, c'est une denrée rare. Il n'y a plus de finisseurs. Il y a quasiment plus de finisseurs en fait quand on regarde dans l'Europe. Giroud. Il y a très peu de finisseurs. Giroud, c'est moins cher déjà. Giroud, faut mettre le prix. Scamacca à Sassuolo, qui a une saison et demie, il est parti 45 millions à West Ham. Donc c'est mais c'est pour te dire. Marché anglais quand même. Il y avait des références en Serie A. Mais c'est eux qui fixent le prix. Si on devait comparer avant son arrivée dans son futur club. Mais il était un peu plus âgé. C'est vrai. Messieurs, c'est l'heure du premier jeu de la soirée. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Salut Benjamin. Il faut que Benjamin nous explique l'extrait de la web. C'est pas lui qui les prépare. Alors je sais pas qui est. C'est moi, tu viendras me voir. Ok, on en parlera. Mais ils sont super les très bons. Je vous donne quelques déclarations du week-end liées au foot et vous essayez d'en trouver les auteurs. Messieurs, qui a déclaré Marseille, capitale du foot? Ah si. C'est pas Vitinha. Non, c'est Wesley Fofana. Parce qu'il a fait une déclaration d'amour. Joueur, entraîneur, président, aide-nous un peu parce que là. Ni l'un ni l'autre. Basilia son système. Non, je sais pas. Non. Un homme politique. Macron. Non, je sais pas, Renaud Muselier. Non. Le maire de Marseille. Oui. Ouais, mais je sais pas comment ça s'appelle.
Benoît Payan. Un premier point pour David, pourquoi Et je te signale que j'ai dit le maire de Marseille quand même. Hein. Oui, mais il faut Elle avoir passe son nom. décisive. Je peux avoir un demi quand même. T'as frappé, j'ai dans le but. On peut avoir un demi sais chacun pourquoi, quand même. David 1000 points chacun. Pas du tout. Alors, le maire de Marseille, en fait, Marseille est candidate pour accueillir les matchs de l'équipe de France en 2023-2024 pendant les travaux au Stade de France. Voilà, nous sommes prêts et ville candidate pour accueillir l'équipe de France au Stade de Vélodrome pendant les travaux. Qui a déclaré, messieurs, il était en colère. Il m'a appelé, comme il le fait souvent quand il décide de passer à l'action sur les réseaux sociaux, il prend le temps. Faiza Marie. Parfait. Deuxième point pour David, messieurs. La fin de la phrase Il prend le temps, c'est intéressant, il prend le temps d'appeler 2 ou 3 personnes. Je comprenais son désarroi et en même temps je lui disais que ce n'était pas le moment de réagir, laisse couler. Il sera toujours temps de rétablir la vérité. C'est ce qu'a raconté la maman de Kylian Mbappé. Ce à quoi il a répondu non, je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je veux les assumer sur les droits d'image. Et donc elle a été invitée ce week-end à l'émission Sport, etc. sur Public Sénat. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette invitation et de cette interview particulièrement intéressante que j'ai trouvé Elle est très rare, dans les médias, ouais, sans doute parce qu'il y a un lien entre Anne-Laure Bonnet et le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi elle était là, sans doute, parce que on la voit nulle part. C'est sur le fond. Sur le fond, elle a rien dit de particulier. On parlait des JO et autres quand j'ai vu ça. Non, mais sur la gestion d'image de Mbappé. Sheriff, je sais pas si tu as eu l'occasion de... Pas vu, mais j'avais lu, j'ai gardé l'interview qu'elle avait donnée aux Parisiens et à l'équipe, c'était à l'automne dernier. Ça m'a permis de mieux comprendre la famille Mbappé, le père, la mère, et puis le rapport qu'ils ont au fils, et surtout l'esprit, gigantesque esprit de compétition, parce que c'est une ancienne sportive, comme le papa. Mais j'ai compris, après bon, faut lire l'interview, c'est cela. Par contre, j'ai pas vu l'émission. David, ça prouve qu'il est très très bien entouré, que c'est une véritable entreprise autour d'Mbappé. Très structurée, intellectuellement, très précise. Que les sportifs sont à la tête de leur propre entreprise, ça n'a jamais été mieux reflété que là. Alors qui a déclaré Oui, Benjamin. Non, rien, juste, c'est un peu particulier de venir, tu vois, tu viens quoi, en qualité de juste maire de Kylian Mbappé Non, en qualité de présidente de la... Ça fait un peu bizarre. De la fondation Mbappé. Voilà, de la fondation Mbappé. Ok, donc elle est là juste parce qu'elle est la maman d'Mbappé. Je trouve ça un peu... je sais pas, t'es quoi, c'est ton représentant, t'es pas son agent, tu vois, tu es là juste parce que tu es... Ouais, mais je trouve ça un peu particulier, mais bon, peu importe. Parenthèse Qui a refermée. déclaré il n'y a rien de comparable à gagner une Ligue des Champions? Quelqu'un qui l'a gagné alors. Et ce n'est pas Navas. Ah oui, pas con ça. Je te remercie. Mourinho? Non. Un madrilène. Benzema? Non. Varane? Non. Asensio. Courtois? Non. Ancelotti? Non plus. Zidane, on l'a dit? Mais c'est pas ça. Pas ça. Plus jeune, beaucoup plus jeune. Un joueur beaucoup plus jeune. Kamavinga? Non. Fernand Mendy? Non. Tu le mets pas là, allez. Ouais, merci. Tchouaméni, c'est Balos. Milieu de terrain. Non, il a pas gagné. Milieu de terrain? Casemiro? qui a gagné. Kroos? Non. Ah, Tchouaméni? Non. Non, tu as dit. Bah, je sais pas. Valverde, messieurs, c'est perdu. Qui a déclaré parfois, il faut un conflit pour que l'équipe soit plus unie. Ce n'est pas un point faible pour eux, mais un point fort. Digard? Thomas Tuchel. Presque. Bah, Flick? Non. Conte? Non. Lampard? Nagelsmann? Un coach. J'ai dit presque. Donc, Klopp? Guardiola? Guardiola. Quand même. Merci. Qui a déclaré ils en veulent, nous aussi, on verra qui va mettre KO l'adversaire. Laurent Blanc? Laurent Blanc? On est en Ligue 1. Laurent Blanc? Non. Franck Hez? Ligue 1. Franck Hez? Non. Mais c'est autour de ça. Fofana? Non. Je peux avoir un point de participation quand même. Ça c'est important. Ça c'est comme en boxe. Non, mais je crois que J'ai t'as pas été négatif en fait. Excuse-moi, c'est comme en boxe. En boxe, si tu boxes pas. Si personne ne trouve éventuellement. Alors j'ai dit que c'était autour de cette course à la 3ème place ou à la 2ème place. C'est pas forcément. Philippe Clément? Monaco? Non. C'est chaud. Ben Yedder? C'est chaud, non. Franchement, je mérite un point de jeu là. Excuse-moi, mais. Non. Il va rester à Monaco. Sheriff? Ben Yedder. Non. Qu'est-ce qui parle à Monaco à part. Paul Mitchell? Non. Le président, Vassiliev? Non. Non. Le prince? Parle pas lui. Le prince Albert? Franchement. Crépin Diatta. Qui a déclaré. Bah oui, mais celui Mais qui lit l'interview de Crépin Diatta quand tu la vois? Non, tu la lis pas, excuse-moi. Non, tu la lis pas. Qui a déclaré Vinicius Junior peut devenir un dieu du football, il est même meilleur, il est bien meilleur que Kylian Mbappé. R9. Non, R9. Ronaldo, je sais pas, brésilien quoi. Ronaldinho. J'aurais dit Pelé, mais je pense qu'il est pas en état de déclarer. J'allais penser à Pelé en plus. C'est une personnalité du Real?
Oui. Ancelotti. Boutragueño. Ah bah non. Non. Florentino Pérez. Non, mais c'est un ancien, c'est vrai. Michel. Michel. Non, Fernando pas de la Hierro. Quinte Del Boutré, non. Raoul. Del Bosque. Mais c'est l'époque. Del Bosque. Non. Benitez. Raoul. Un joueur. Bah, tu l'as dit. Même s'il entraîne maintenant, je crois, les plus jeunes. Xabi Alonso. Non. Xabi Alonso, non. Non. Guti. Goutti. Yeah. C'est le point pour Xavi. Non. 4 points là. 4 points. Pas mal, Guti. Alors, 2 points pour David, 1 point pour Benjamin et pour Shérif. Dernière question, elle vaut donc 3 points, c'est la règle. Qui a déclaré « La Juve joue de manière horrible, les joueurs de la Juve ne sont que des ombres ». C'est pas sympa en tout cas. Déjà, pas je trouve sympa. déjà, je trouve ça drôle. Juve joue de manière horrible. Cassano. C'est ça. Excusez-moi. Antonio Cassano, l'ancien Cassano, international ça, italien. ça. Victoire pour Benjamin. Ouais, sur le fil, les gars. Oui. 3 points. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain et la polémique autour de Christophe Galtier.